faut pas passer sous cette arche-là. Hein. C'est celle-ci. Hein. Éliminé. Allez, on va y arriver. Allez, Stéphane. Bah oui. Allez, Il y a du courant. Il y a du courant, ouais, il y a les petits Ouais, remous au fond. voilà. Mais... Oh là 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 là. Agression caractérisée, je me sauve. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. C'est à l'occasion d'un long week-end que je vous propose de découvrir Angers et ses alentours. Angers, riche notamment de ses nombreux parcs et jardins, fait référence en matière de développement durable puisque la ville a été classée pour la 3e année consécutive ville la plus verte de France. Un séjour qui s'annonce quelque peu inédit et spécial puisque j'aurai le plaisir de le partager en grande partie avec mes deux camarades que vous avez sans doute reconnus, Carole Tolila. Bonjour à tous. Et Stéphane Marie. Bonjour, bonjour. Alors les deux complices de l'émission Silence ça pousse m'ont invité à participer à un défi qu'ils se sont lancés, à savoir créer de A à Z un jardin en moins de 3 jours dans un lieu emblématique de la capitale angevine. On va avoir du boulot. Hein. Ah, ça. Oui. Mais là, d'abord, petite course. Allez. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Enfin, je dis ça pour vous. On est deux. On va y arriver. Allez, Stéphane. À Angers, tout le monde peut trouver son bonheur. Je pense que c'est les gens qui font Angers. C'est-à-dire que tu ne trouveras pas ça ailleurs. Je sais pas, c'est une ambiance. On parle de la douceur angevine, mais c'est pas qu'un mythe, elle existe vraiment. On a l'impression d'être en vacances chaque jour. Ici, le spectacle de la nature ne laisse personne indifférent. Le parc est resté très sauvage. Oui, on laisse un peu la végétation vivre. Et invite au voyage. Tout est superbe, c'est entretenu d'une façon magistrale. Et je n'arrête pas de venir et je fais profiter mes petits-enfants. Et je reviendrai encore. C'est une scène de la nature, c'est ce qui nous intéresse, c'est ce que nous souhaitons présenter et transmettre au public. Le spectacle est là, sans artifice. Avec Jérôme Pitorin, Bonjour, bonjour. Stéphane Marie C'est extraordinaire. Et j'adore ça. J'adore cet arbre là sur son caillou. et Carole Tolila. Oh oui. On va de merveille en merveille. Une échappée belle à la fois aérienne 1400 mètres, tu vois, et tu vas t'offrir le soleil à toi tout seul. J'ai l'impression que c'est une lumière divine un peu. Tout à fait, ouais. créative et très verte. Je dois dire que s'occuper de ce parc, de son entretien, des nouvelles plantations, c'est vraiment un bonheur tous les ans. Il y a le miracle de la nature, des oiseaux qui sont là. Bienvenue à Angers. Les plantes, c'est de la vie. Donc, faut vivre ce moment de vie pour comprendre que c'est intéressant. Allez. Salut Nicolas. Bonjour Jérôme, Ça va? ça va bien? Je te trouvais très pensif, tu étais en train de te demander sur quel animal tu allais monter? L'éléphant. Ah ouais, moi je serais plus camion de pompier je pense. Ah c'est classique en fait. Classique. Bon, alors tout va Bienvenue bien. Je t'appelle Nicolas ou je t'appelle chef? Nicolas aujourd'hui? Nicolas aujourd'hui. Chef un peu plus tard? Le resto est fermé aujourd'hui? Oui. D'accord, ok, très bien. Donc tu m'as demandé de te rejoindre place du ralliement ici, c'est pas par hasard? Non, c'est une place ici où après la Révolution, tout a été détruit et tous les révolutionnaires se retrouvent ici. Ok. Et maintenant, il est devenu un point de vie commune de toute la ville où tous les Angevins se retrouvent ici justement. Et puis en plus on est face à ce magnifique théâtre. Le Grand Théâtre d'Angers, Super façade. Tu viens de temps en temps? j'essaye. Ouais, avec ton travail c'est pas facile. Tout à fait. D'être en cuisine et au théâtre. Non, c'est un peu compliqué. Ouais. C'est très beau. Il fait très bon vivre sur Angers. Et oui, c'est ce que j'ai vu, hein, qu'Angers faisait partie des villes où il faisait Bon vivre. bon vivre et on était, je crois en plus, ville très verte. Oui, on va Endroit, visiter ouais. tout ça ensemble, ça va être très sympa. Donc là, la cathédrale Saint-Maurice, construite au début du XIIe, D'accord. fin du XIIIe, Il y, fin a de les construction. il y a les parties romanes et puis il y a les Ouais. parties gothiques.
Là, tu retrouves les deux pierres de la région. Hein. Tout à fait. Il faut la pierre blanche et puis le schiste, là. Les ardoises typiques de la région. C'est original, ceci dit, ce mélange de pierres, là. À Angers, on a 100 mètres carrés d'espace vert par habitant. Et la moyenne en France, c'est combien? 48 mètres carrés. Donc, c'est ce qui contribue à cette fameuse douceur angevine. Tout à fait. Alors là, face à nous, cette église, c'est quoi? Le musée des Beaux-Arts d'Angers, mais à la base, c'est l'abbaye Toussaint, qui date de 1040. Si tu regardes le toit, on est que sur du verre. Ah, c'est une verrière aussi, d'accord. Tout à fait. Verre et bois, donc on mélange le nouveau et l'ancien. Nicolas, je vais devoir faire une petite halte pour récupérer ma chambre. J'ai laissé mes bagages ce matin. D'accord. Tu connais l'oisellerie, j'imagine? Oui, très très bien. Les emblématiques d'Angers. Tous les montants sont sculptés, c'est sublime. Magnifique. À tout à l'heure, Ouais, on va faire à une tout à petite l'heure. course. On se retrouve là-bas. Ok, ça marche. À tout à l'heure. Et bonjour. Rebonjour. Votre chambre est prête. Ah, cool. Bon, alors du coup, là, j'ai pris le temps, contrairement à ce matin, de regarder cette façade qui est absolument hallucinante. Ah bah, je suis ravie si elle Elle vous est plaît. unique. C'est pas moi qui l'ai faite. Oui, c'est une bâtisse qui date de 1580. Et déjà, à l'époque, avoir autant de sculptures, c'était vraiment signe de richesse. Mais d'ailleurs, sur le triptyque de maison de la rue de l'Oisellerie, c'est celle qui a le plus de sculptures. Oui. Donc ça montre qu'il y avait une certaine richesse déjà à l'époque, en tout cas. Et voilà. Oh, c'est magnifique. Ouais, c'est vraiment une super réalisation, bravo. Merci. Est-ce que, enfin, je sais pas à quel âge vous avez l'air quand même très jeune. À quel âge vous avez acheté ce bien? Avec Marlène, on avait toutes les deux 26 ans. Ça, on est d'accord que c'est un projet fou quand même. C'était un projet fou. Évidemment, on a demandé de l'aide familiale parce qu'on ne s'imaginait pas dans notre projet de devoir acquérir un bâtiment du 16e, faire des travaux. Mais c'était une magnifique aventure et tous nos voyageurs nous le rendent aujourd'hui et chaque jour. Et ils font d'ailleurs partie du voyage. Bravo. Bah, merci beaucoup. J'espère que vous passerez un beau séjour chez nous. Je vous laisse vous installer tranquillement et je vous dis à tout à l'heure. Je vais pas rester très longtemps. Je prends juste un truc dans mon sac et je repars. D'accord. Merci en tout cas. Avec grand plaisir. Merci à vous. Bonjour. Bonjour monsieur. J'aimerais vous prendre une boîte de caramandes. D'accord. C'était mon ami Jérôme. Quel format vous souhaitez? Taille 2, s'il vous plaît. D'accord, très en bien. mixte. Alors, donc une taille 2 en mixte, voilà. Tout à comme fait. ceci. Parfait. Impeccable. Et vous pouvez prendre un petit morceau Merci. de dégustation. Pour la si route, vous ce voulez. sera impeccable. Parfait. Délicieux. Vous fallait autre chose? Non, ce sera Non, tout. ce sera Merci. Entrons dans le Moyen-Âge. Et l'enceinte, elle est intégrale. On est entouré de 17 tours. Et donc ça, c'est quelle partie du Moyen-Âge? On est sur le XIIIe siècle. Ok. En venant au château, tu peux pas ne pas voir la tapisserie de l'Apocalypse. Oui, ça c'est le joyau du département. C'est vraiment fascinant une œuvre pareille quand même. Hein. C'est pas une tapisserie peinte. Non. Mais c'est du Tapisserie tissage. tissée Ouais, avec des fils, fil de couleur. couleurs. Tu peux ressentir la finesse de la teinture. Alors, est-ce que tu peux me dire ce que raconte cette tapisserie? C'est la tapisserie de l'Apocalypse de Jean, tissée au XIVe siècle pour évoquer tous les fléaux du XIVe siècle. Donc la guerre de 100 ans? Oui, la peste. Ouais. Donc une tenture qui, à la base, faisait 140 mètres de long sur 6 mètres de haut. C'est une bande dessinée XXL. Bande dessinée médiévale. Ouais, c'est fabuleux, hein. C'est fabuleux comme œuvre. Alors tu m'as pas dit, Nicolas, toi tu es angevin de naissance Non, moi Non. je suis un immigré. Je suis angevin depuis 4 ans, né en région parisienne. Ok. Toute ma jeunesse,
mes armes en cuisine justement sur Paris. Et donc je suis venu m'installer sur Angers pour retrouver justement pour la partie restauration mes producteurs qui au final sont dans ce perso de l'Anjou, donc c'est exceptionnel. Je travaille tous mes produits à 50-80 km grand maximum. Donc locavore, comme on dit. Locavore à 100%, c'est vraiment très important pour moi. Ça fait partie de ta démarche, en fait. Ouais. Et je voulais savoir, parce que j'ai cru lire un truc sur ton sac, il n'est pas trop lourd? Non. Ça va? Non, parce que si tu as besoin, je peux t'aider à le porter. Une petite surprise justement pour toi, une petite spécialité en Angevine. Tout à fait. Je n'osais pas te demander, mais là quand même. Tu le vois depuis tout à l'heure. Je vois chocolat, alors je me dis, c'est caramande. Caramande. Donc on est sur des amandes effilées enveloppées dans du caramel enrobé de chocolat. Tu vas avoir une petite gourmandise comme ça qui fond dans la bouche. Ah bah tu vois, tu vas te régaler. Alors, je te laisse. Chocolat au lait, allez, tentons chocolat au lait. Merci Nicolas. Donc merci la caramande. Caramande. Une petite nougatine très fine avec un chocolat en enrobage autour. Bon. Hein. C'est pas trop sucré, bien croquant, croustillant dedans. Il faudrait goûter les noirs, peut-être. C'est peut-être un goût différent. Je devrais essayer. Ouais, je crois. Je pense. Je suis sûr que c'est un goût différent. J'adore Angers parce que je pense que c'est les gens qui font Angers. C'est-à-dire que tu ne trouveras pas ça ailleurs. Je sais pas, c'est une ambiance. C'est une ville très agréable, on a un très bel opéra, on a une scène culturelle qui est assez dynamique. Pour moi, Angers, c'est une terre d'accueil. Il fait bon, il fait doux, on se sent bien. Avec ses nombreux espaces verts et sa douceur de vivre, Angers est régulièrement citée comme étant l'une des villes françaises les plus agréables. Parmi ses fervents défenseurs, il y a Mathilde qui a eu une idée originale pour faire découvrir sa ville. Bonjour. Bonjour. Vous allez participer au Régal Poursuite, un jeu de piste gourmand dans la ville d'Angers. Le principe est très simple. Première étape, ouvrir le sac avec cette petite énigme. Et puis à l'intérieur du sac, vous allez avoir des coffres. Sur chaque coffre, une énigme. Il faut la résoudre pour ouvrir le coffre et à l'intérieur, découvrir les indications pour aller à l'étape suivante. Je vous donne le sac à dos ? Ouais, merci. Hop. En bon chauvin, amoureux de notre ville, on a décidé de créer un jeu qui permet de découvrir et en même temps le patrimoine et en même temps la gastronomie locale. L'idée est venue de proposer une animation pour s'amuser, pour petits et grands, en famille, entre amis. À leur rythme, les participants ont la journée pour parcourir le centre-ville. Ouais, c'est beau là, on arrive sur le musée des Beaux-Arts. Pour décrocher une bouteille de crément de Loire, là, ici, là. Ils vont devoir résoudre des énigmes dans ce jeu de piste grandeur nature. Donc, Léon, Bonzo. Attends, la plaque là, si, c'est ça? Vous êtes désormais devant l'ancienne pharmacie Giffard. Cela fait plus de 130 ans que ces sirops et liqueurs font la joie des petits comme des grands. Ce genre de parcours, ça permet de s'arrêter devant des jolies maisons, des belles façades, des choses voilà, qu'on a l'habitude de voir sans forcément s'arrêter. Là, ça nous permet de redécouvrir un petit peu notre patrimoine et puis toutes les petites curiosités qu'on peut retrouver partout dans la ville. Si, comme ces joueurs, certains ont choisi de vivre à Angers, d'autres ont fait le choix du dépaysement à seulement quelques minutes de la ville. À la confluence entre la Loire et la rivière de la Maine, la vie du village de Bushman est rythmée par les guinguettes et les animations pour les grands et les petits. Alors, voyons ce puzzle. Oh là là! Avec mon épouse et mes enfants, on avait envie de retrouver un cadre de vie meilleur. Et c'est vrai qu'ici, à Angers, on parle de la douceur angevine, mais c'est pas qu'un mythe, elle existe vraiment. Et on la ressent particulièrement ici, où on a posé nos valises sur les bords de Loire. On est vraiment très près d'Angers, alors qu'au quotidien, on est dans ce cadre de vie-là qui est assez exceptionnel. Et on a l'impression d'être en vacances chaque jour. Toulousain d'origine, Cédric a vécu à Paris avant de venir s'installer en Anjou pour y développer une agence immobilière. Aujourd'hui, il doit faire l'estimation d'une maison de ville située dans un quartier très prisé d'Angers, entre le château et la cathédrale.
Salut Thomas. Salut Cédric. Tu vas bien? Bien et toi? Ouais, super. Bon, t'as découvert un peu la maison? Ouais, je commence à prendre quelques photos de l'extérieur notamment. C'est un ancien presbytère avec la maison d'à côté. Et donc, tu vois, ce jardin végétalisé est assez exceptionnel parce qu'en fait, dans la cité historique, il n'y a vraiment aucun jardin. Et là, on est vraiment sur quelque chose de très rare pour l'endroit où ça se situe. On va découvrir l'intérieur? Allez, ok. Regarde cette superbe poutraison. Avec ses 200 mètres carrés, cette maison de ville réserve de bonnes surprises. Tu vois, c'est superbe. Et c'est vraiment exceptionnel aussi parce que cette terrasse, elle a vue directement sur le château. Au vu de tout ce qu'on a vu de ce bien, tu arrives à une estimation qui est comment? Vu de la demande forte qu'il y a et le peu d'offres, on passe largement la barre du million sur ce type de bâtisse, voilà, sans problème. Comme nous sommes dans une région très attractive et qui a un fort dynamisme économique, nous avons des clients qui arrivent des grandes métropoles et qui sont à la recherche d'améliorer leur cadre de vie. On se rend compte qu'au-delà d'un simple achat, c'est la quête d'un art de vivre. Parmi les quartiers très appréciés des Angevins, il y a aussi celui du lac de Maine, qui offre aux habitants une bouffée d'air frais. Aujourd'hui, c'est super, il va y avoir plein de vent. Nouvelle habitante d'Angers, Lucille a vite pris ses marques. En arrivant à Angers, on a voulu habiter près du lac parce qu'on trouvait que c'était vraiment un espace chouette pour avoir un cadre agréable et profiter des sports nautiques. Et en même temps, on est à 10 minutes du centre-ville d'Angers en fait, donc c'est vraiment hyper proche et on est à la plage quoi. Construit dans les années 70 sur plus d'une centaine d'hectares, le lac est un terrain de jeu idéal pour Lucille. Mais là, il y a tous les foils et tout, on se croirait dans le sud de la France. Pour se faire de nouvelles connaissances, elle a choisi de suivre des cours de planche à voile. Alors pour le départ de plage, on va faire attention. Il y a pas mal de planches là, à ce niveau-là, mais nous on veut monter un peu plus au vent. Et ensuite on fera des allers-retours entre la plage de la Baignade et au niveau de la cathédrale, les bâtiments du génie là-bas. Ok ? Essaye d'abattre un peu quand tu accélères. Voilà! Qui veut du gâteau? Servez-vous. Quand on arrive dans une nouvelle ville, c'est sûr que c'est pas toujours facile de rencontrer des gens. Donc j'apprécie vraiment de retrouver du monde, d'échanger, de réfléchir à des choses pour l'avenir du club et tout, c'est vraiment chouette. À l'image de Lucille, plus de 2000 personnes viennent chaque année s'installer à Angers. De plus en plus attirées par son dynamisme et sa qualité de vie. Bon alors, pas trop de courbatures après le kayak? Je dirais pas ça, ça c'est pour demain. J'ai eu froid aux mains, moi. Ah, mais ça c'est un bon échauffement musculaire pour jardiner justement. Exactement. C'est vrai. Parce que là, c'est pas les mêmes gestes que l'on va faire, mais on va faire du sport. Ah oui, j'ai hâte de savoir ce qui nous attend. Alors vous n'êtes pas ici, hein? Ah bon? Non, c'est dans un endroit qui est derrière. Oui, parce que je me disais, il n'y a pas grand chose à faire ici. Tout est Ah déjà... bah là, c'est parfait. Oui, c'est bien. Hein, c'est très beau. On va d'abord passer par le musée pour te faire découvrir la tapisserie de Jean Lurçat. Et après, il y a un jardin au fond. Et c'est là où le maître va intervenir. Simplement, l'Ursa, c'est très coloré. Ça dit des choses, et ça dit des choses qui pourraient nous inspirer. Ok, que les œuvres de l'Ursa résonnent dans ton jardin en fait. Ce serait bien, non? Oui, je suis impatient de voir cet artiste, je ne connais pas moi. Ah oui, c'est trop beau. C'est magistral. En tout cas, le blanc de cette pierre-là, elle vient trancher avec le noir des tapisseries. C'est tout en contraste. Hein. C'est dingue, hein? C'est vraiment une autre façon d'envisager la tapisserie. Ouais. Ouais, avec des grands aplats comme ça. Là, c'est du noir, qui mettent en avant des couleurs qui sont assez pures.
assez forte. Et Stéphane est connaisseur parce qu'il a été tapissier. C'est vrai? Oui, mais c'est tapissier à faire des meubles. Hein. Oui, bah, Pas lycée. oui, t'as travaillé de cette façon-là, pas pour faire des œuvres, mais pour Non, la matière. j'ai refait des sièges. Oui, c'est ça. J'ai jamais créé de tissu. En tout cas, c'est très inspirant. Et tant mieux, d'ailleurs. Mais oui. Avec ce qui t'attend. Oh oui. On va de merveille en merveille. T'as vu la charpente, là? Incroyable, cette charpente. Je crois que c'est par là qu'on a affaire. Bonjour Fanny. Bonjour Stéphane. Bonjour Anne. Bonjour. Bonjour. Alors ici, ce lieu, comment ça se compose? On a vu qu'il y a un cloître, il y a un musée. Alors ici, on a un ancien ensemble hospitalier qui a été construit au XIIe siècle, qui est en activité jusqu'au XIXe siècle, jusqu'au moment où on construit le grand hôpital. Et on rentrait par le cloître pour aller dans la salle des malades où il y a actuellement le Chant du Monde qui est présenté. Et donc le Chant du Monde, c'est vraiment une vision symbolique de la place de l'homme dans l'univers. Jean Liançat a été complètement marqué par le XXe siècle et puis il voit l'Apocalypse ici à Angers. Donc c'est un choc esthétique et vraiment artistique. Il va désormais complètement se consacrer à la tapisserie et sa grande révolution, c'est d'utiliser moins de couleurs. Fanny, vous pouvez peut-être nous expliquer les contraintes et qu'est-ce que vous attendez de ce projet? Alors, on est là sur un site qui n'a pas d'usage, qui s'enherbe. Et ce qu'on cherche à faire, c'est peut-être créer un prolongement en fait, du musée avec un espace un peu plus construit, jardiné, et puis de détente, pourquoi pas. D'accord. Moi, là, je vois des lauriers palmes. Ils sont vieux. Puis en même temps, on a envie de voir le cloître d'ici. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est dommage, c'est que ça bouche la vue. Et juste au-dessus, on arrive sur un deuxième espace d'environ 150 mètres carrés soumis à contraintes un peu particulières, puisqu'il y a des veines de schiste, en fait, du schiste affleurant, de l'ardoise, typique de la région d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a très peu de profondeur de sol. Ah bah ça va te plaire Stéphane, c'est une belle contrainte ça. Ouais. Alors attends, il y a une deuxième contrainte. C'est qu'on est sur un site des monuments historiques et du coup, on ne peut pas creuser profondément. On pourrait dire pas de peau, mais en l'occurrence si. Ouais, bah c'est moins fatigant. Hein. Moi, ce qui me semble intéressant, c'est d'essayer de dégager, pas à la balayette, mais quasiment, le maximum des affleurements de schiste, parce que c'est beau. Et bien entendu, c'est d'utiliser, ici on est dans un pays d'ardoise. L'ardoise d'Angers, l'ardoise d'Angers. J'ai entendu ça toute mon enfance. Ben, on va essayer d'articuler des choses avec ce matériau-là. Et ensuite, des échalas, de manière à faire pousser de la vigne. Ça parle. C'est la région, l'ardoise, le vin. Et au pied de tout ça, j'aimerais tout de même avoir une plate-bande à peu près 1,50 m de large, dans laquelle on va pouvoir planter un maximum de plantes hirsutes. Il est toujours comme ça? Ça bouillonne toujours lorsqu'il propose des choses, Carole? Et là, il est calme. Ah oui? Oui. Tu trouves? Ensuite, dans tes choix d'arbres, là, oui. Et tu vas choisir aussi des variétés qui ont un sens avec la région? Pas forcément. Ah non. Non? Moi, ce qui m'intéresse là, c'est la silhouette. Ok. C'est-à-dire que j'ai envie d'avoir quelque chose d'éclectique et qui soit comme une sorte de collection. Moi, je veux des plantes à fleurs, comme on voit des anémones et des iris et des choses comme ça. Donc là, ce qui va être privilégié, c'est la couleur. Voilà. On a fait le tour du propriétaire. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est super. C'est très original hein. Et on a hâte de voir le résultat. Merci. Alors ça, c'est dans l'autre zone du parc. Prendre sur votre droite. Et une fois que vous êtes au niveau du mammouth, à gauche, derrière le ballon, vous avez la zone de l'insolite, avec les plantes carnivores, le thé et la serre abandonnée. À la fois paysagiste et chargé de médiation, Boris est sur tous les fronts pour chouchouter les visiteurs de Terra Botanica, un parc unique en Europe dédié au monde du végétal et de la biodiversité. Terra Botanica, c'est un parc multigénérationnel, c'est-à-dire qu'on n'exclut personne. Les tout-petits, les grands-parents, les arrière-grands-parents, la famille. L'idée, c'est qu'on passe une journée tous ensemble et qu'on s'amuse et qu'on apprenne en même temps. Et si on apprend, on protège mieux parce qu'on connaît mieux. Donc ça, c'est vraiment le but pour moi.
Après avoir suivi des études scientifiques et végétales, Boris est arrivé à Terra Botanica. Depuis plus de 10 ans, il en prend le plus grand soin et partage ses connaissances avec les visiteurs. Les fleurs qu'il y a là, c'est des fleurs mellifères, c'est-à-dire des plantes qui donnent des fleurs avec beaucoup de nectar. Parce que les papillons, ils mangent plus de végétal, eux, ils mangent vraiment le nectar à l'intérieur des fleurs. Et des fois, ils vont manger les bananes. On a des coupelles avec des bananes, comme là-bas par exemple. Ils adorent ça. T'en as compté combien des papillons dans la serre? Je sais pas, il y en a plein. Si c'est pas, il y en a plein, ouais. Alors, des papillons dans la serre, il y en a à peu près 400. Et on a à peu près une quarantaine de papillons différents ici. Des tout petits. Et puis des très grands papillons qu'on peut voir voler, qui sont tout bleus notamment. Ça, c'est les morphos. C'est peut-être les préférés des visiteurs, hein, parce que c'est tout bleu, ça brille. Pour être le plus ludique possible, le parc a aussi mis en place plusieurs attractions, dont le voyage en coquille de noix. Ah, c'est super sympa avec les filles. Ah, les filles, vous en pensez quoi? C'est trop bien. C'est trop bien. Allez, on pédale, on pédale, on pédale. Ouais, super bien. Bravo. Originaire des environs d'Angers, Ophélie profite de cette visite pour sensibiliser ses enfants à la beauté de la nature. Laquelle tu préfères? Tu la piques pas, hein? Alors, ce que l'on aime dans ce parc, c'est le côté nature et aussi à la fois ludique. Il y en a pour tout le monde, en fait, pour tout âge, donc c'est sympa. Hein. Non, mais on passe un bon moment en famille, en tout cas. En Anjou, il y a un autre lieu emblématique qui se visite, c'est le Cadre Noir de Saumur. Créé en 1815, il formait des cavaliers au dressage de chevaux pour faire la guerre. Désormais, les cavaliers font rayonner l'art du dressage au cours de compétitions sportives ou de galas. Aspirant écuyer, Loïc va bientôt entrer en scène pour l'ouverture d'un spectacle. Donc avant les représentations, on porte ce qu'on appelle la tunique, qui est avec 9 boutons d'or, et les manchettes. Ici, par exemple, moi, j'ai qu'un seul galon parce que je suis aspirant écuyer et pas encore écuyer. Donc je suis équipé que d'un seul galon. J'étais déjà cavalier petit, toujours passionné des chevaux, et puis j'avais l'habitude de venir souvent l'été voir des représentations ici. Et ça m'attirait vraiment de voir le collectif, du coup, les 12 écuyers de la reprise en tenue avec tout cet uniforme et cette même rigueur et cette élégance commune. Tout de suite, j'ai été accroché et je me suis dit c'est ça que je veux faire et un jour je le ferai. Ce soir, Loïc a l'honneur de réaliser le premier tableau en soliste. Au cours du spectacle, d'autres écuyers se succèdent, en collaboration avec les écuries de Chantilly. Je suis venue avec ma famille, nous sommes venus de Nice pour assister à ce spectacle ce soir. C'est quelque chose qu'on avait mis sur pied depuis plusieurs mois. On a l'impression que les chevaux sont en lévitation sur la piste. La maîtrise est fabuleuse aussi bien au niveau des cavaliers que des chevaux. Il y a bien des moments où on a des frissons parce que c'est un spectacle rempli d'émotions, d'amour et de côté artistique à tous les niveaux. Au-delà des galas, le Cadre Noir est avant tout un haut lieu de formation. Ça c'est bien. La place des mains, ça c'est très bien. Ton menton, verticalité du dos, décontraction, ça c'est bien. N'attends pas trop pour partir au trot si tu sens que le pas est pas très bien. Ok. En route pour les Jeux paralympiques de Paris, Céline s'entraîne quotidiennement avec Nadège, une écuyère du Cadre Noir. On commence la dernière ligne droite et les points vont aller se gagner sur des choses précises. C'est-à-dire que c'est le contact qu'elle a avec la bouche de la jument, c'est sa faculté à avoir des actions très précises pour la jument, pour que la jument ait toujours la bonne attitude, la bonne vitesse, que tout paraisse très fluide et en même temps brillant.
À 18 ans, Céline est victime d'une chute de cheval et devient paraplégique. Seulement 5 mois après son accident, elle se remet en selle, déterminée à ne pas abandonner l'équitation et à intégrer l'équipe de France de paradressage. Alors le fait de monter à cheval, bien sûr, ça m'apporte vraiment une grande liberté. C'est vrai qu'au moment où je suis sur mon cheval, ces jambes deviennent mes jambes. Quand on est bien en harmonie, ça peut me permettre de courir de par le pas et le trot que je peux pratiquer avec mon cheval. En paradressage, on ne peut pas contraindre notre cheval. On est vraiment obligé de travailler en osmose avec lui et en collaboration avec lui. Et ici, le site du Cadre Noir et l'IFCE, c'est quand même la référence en France de l'équitation. Donc je pense que c'est ici que je peux trouver toutes les ressources nécessaires pour pouvoir performer à haut niveau. Très attaché à l'équitation de tradition française, le Cadre Noir perpétue ses valeurs fondées sur l'harmonie entre l'homme et le cheval. Là, on traverse la Maine, hein, si j'ai bien tout suivi. C'est ça. Et on s'en va dans la Doutre. C'est un très vieux quartier populaire d'Angers. Ça a été déterminant pour toi de venir t'installer ici, d'avoir ce cadre de vie? Là, on est à 100 mètres de mon futur restaurant. On a 300 mètres de chez moi, donc dès que j'ai une petite pause, je peux venir au parc justement, ressourcer, etc. Profiter un peu de ma famille sur les petits moments de la journée, ce genre de choses. Et c'est vrai que ça, c'est agréable. Ah là, pour le coup, là, en 2 minutes, on est vraiment à la campagne. Hein. Vraiment, le parc est resté très sauvage. Hein. Oui, on laisse un peu la végétation vivre. Là, tu vois, l'abbaye Saint-Nicolas, juste ici, en haut. On n'y va pas pour la visiter, on va découvrir quelque chose d'inhabituel. C'est incroyable, beau, ces coteaux là, regarde. La ville, elle est à portée de main. Ah, tu m'emmènes voir qui? Jean-Paul, le président de l'association qui gère Vignanville Angers. Ouais. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Nicolas. Ça va bien? Bonjour Jérôme, enchanté. Bon, alors, je vois que tout le monde est très affairé là. C'est un bon groupe à travailler dans les vignes. C'est une association qui comprend 170 bénévoles. Ah, des bénévoles, voilà, oui. Exactement. 100%, d'accord, et qui entretient cette vigne, et produit du raisin et qui fait du vin. Voilà, c'est assez original en région. Voilà, exactement. Mais en tout cas, ce qui est original, c'est sa situation géographique. Parce que là, on est au cœur de ville. On a les immeubles, on a vraiment tout qui est à proximité. Hein, à pleine vue. En fait, le site s'appelle le Clos Saint-Nicolas parce que nous sommes au pied de l'abbaye Saint-Nicolas, qui est une abbaye millénaire. Et cette vigne appartient aux sœurs de la Charité du Bon Pasteur, qui le met à disposition gracieusement de l'association. Et alors, comment ça se passe au sein de l'association? Il y a des gens qui sont là pour former les autres. L'idée, c'est d'apprendre sur le terrain. Donc ça permet toutes les semaines de pratiquer et puis de faire toutes les étapes de la vigne, de la pré-taille à la taille, au palissage, au rognage et puis bien sûr jusqu'au vendange final. Hein. On connaît tout le vocabulaire, donc on voit que vous avez déjà un gros niveau. C'est parce qu'on a des personnes dans la vigne référentes, je pense. Et donc on a un référent taille, un maître de chai, ce qui permet à chacun d'avancer ses compétences et de faire de belles rencontres en même temps. Jean-Paul, je vais te prendre quelques bouteilles. Écoute, avec grand plaisir. Parfait. Puis on va y aller. Ah oui, t'as d'autres courses à faire, toi? Oui, quand même, pour notre repas. Oui, il ne faut pas rigoler avec ça. Hein. Merci de votre accueil, bon courage. Et je croise les doigts pour que la vendange soit top cette année. Merci bien, on l'espère aussi. Hein. Bonne journée. À bientôt, bonne cuisine. Merci. Merci. Bon, je me doutais un petit peu, hein, quand tu m'as dit qu'on va aller dans le Saumurois, je me suis dit,
Oui. Ça sent le champignon par ici. Donc on s'est éloigné un peu d'Angers, mais bon, quel cadre magnifique pour aller chercher un ingrédient précieux de cette recette. C'est toujours aussi impressionnant d'être dans les galeries comme ça. Parce que ces anciennes carrières ont fait des galeries, elles ont fait un gruyère absolument incroyable. Tu as vu la taille de toute cette surface? On pourrait s'y perdre carrément. Et à partir de quand d'ailleurs ils ont commencé à cultiver les champignons, enfin de Paris à l'époque, puisque c'était ce qui était le début, je crois. 1900. D'accord. 1900, on arrête d'extraire dans les carrières justement ici le tuffeau. Ouais. Et parallèlement au même moment, en région parisienne, construction du métro, etc. D'accord. Donc ouais. on va pousser le champignon hors de Paris. Oui, parce qu'il poussait dans les galeries où s'est installé le métro. Tout à fait. Bonjour Elisa. Salut Nicolas. Ça va? Pêche. Bonjour. Bonjour. Jérôme. Enchanté. Ah, il y a déjà une petite cueillette qui a été faite là. Ouais, j'ai fait une petite sélection comme tu m'avais dit. Ouais, impeccable. Et là, la recette, c'était quoi du coup? Bon, on va pleurote, champignons de Paris. Les autres, peut-être pour mon restaurant. Je vais te reprendre un petit peu de champignons de Paris supplémentaires quand même. Des petits? Oui, petits, grands. Je te fais confiance Un peu plus, totalement. Combien de temps ça met à pousser d'ailleurs un champignon de Paris comme ça, un brin? Un champignon de Paris, c'est 1 mm par heure. Donc ça va très très vite. Ah ouais. C'est impressionnant. Ouais. Pour le substrat? On est sur du fumier de cheval. Du cadre noir? Du cadre noir. C'est vrai? Oui. Ah bah oui. C'est un produit que tu utilises beaucoup dans ta cuisine? Le champignon, oui, un petit peu, surtout après de saison. Je suis beaucoup sauvage, mais champignon de Paris, on est quand même dans une région où on en utilise pas mal. Donc oui, après moi je vais m'amuser, des fois souvent l'amener vers les desserts justement pour changer un peu. Moi j'irais bien voir comment pousser les pleurotes roses et les Shiitake ou pleurotes? Ouais. Oh les deux. Allez, on y va. Ouais. Ah ouais, c'est pas du tout le même type de pousse. Donc c'est des sacs dans lesquels il y a la paille? Ouais, le substrat en paille. D'accord. Et là, tu peux goûter, ça se mange cru. Ah oui? Ouais. Tu peux vraiment? Ouais. Ah. C'est un petit bout. Voilà. Je trouve que c'est esthétique. Hein. C'est comme une fleur, finalement. Ah bon. On a l'impression que ça part sur le poivre et puis il n'y a pas du tout la force de l'épice, en fait. C'est surprenant. C'est vrai que la pleurote crue, c'est vraiment très très bon. Ouais. Le shiitake Ça, là qui est là, oui, lui est vraiment meilleur à la cuisson. Là, on va sortir les côtés noisettes. Là, on est sur quelque chose d'intéressant. On est quand même sur le deuxième champignon le plus cultivé au monde. Ah oui. Et le premier, c'est celui-ci? Le Paris. Le Paris. C'est joli, en plus, on dirait un bouquet de fleurs avec ses couleurs, ce jaune, ce rose, là. C'est beau, hein? Des beaux produits. Ouais. D'ailleurs, ce bouquet de fleurs, il va partir avec moi. Ah oui, bah oui. Et Jérôme et Lisa, je l'emmène aussi. Je vais l'emmener sur les bords de Loire. Donc, on va se quitter sur ça. Ouais, top. Eh ben, bonne cuisine à vous. Merci, au revoir. bonne cueillette. Merci. Bon courage. On va faire un petit tour sur le pont, découvrir la vue, c'est magnifique. Regardez. C'est beau, hein? Tout est superbe, c'est entretenu d'une façon magistrale. Et je n'arrête pas de venir, et encore aujourd'hui, je fais profiter mes petits-enfants. Ils sont extraordinairement contents de la journée. Et je reviendrai encore. Plus vaste jardin japonais d'Europe, le parc oriental de Molévrier a été créé au début du XXe siècle avant d'être laissé à l'abandon. C'est dans les années 80 que la commune rachète le parc et lui redonne vie. Il y a de la pousse quand même, hein. Ils ont l'air d'être dynamiques. Ouais. Et pas de chenilles? Un petit peu. Depuis près de 25 ans, Didier travaille à la conception du parc, riche de plus de 400 espèces. Dans le jardin japonais, comme vous le voyez là, les végétaux sont souvent maîtrisés par les formes, par les volumes. Et on met ces branches en évidence, on met le squelette, le tronc, les charpentières en évidence, qui notent aussi une notion de force, de puissance, d'équilibre. Très attaché au respect de la tradition, le travail des jardiniers et des bénévoles du parc a été reconnu par des professeurs japonais d'horticulture. On attaque ça? Ouais.
Donc le jardin a été conçu comme les jardins historiques au Japon, qui sont des jardins symboliques qui représentent le parcours d'une vie complète depuis la naissance jusqu'à la mort, par le changement d'aspect de l'eau qui traverse le parc. Cette eau se transforme au fil de la traversée, représentant ainsi la naissance, l'enfance active et turbulente, l'adolescence, la vie professionnelle, une eau plus courante, et puis la vieillesse, le repos, la réflexion sur le passé avec une grande pièce d'eau centrale. Dans le parc oriental, la tradition japonaise s'exprime aussi d'une autre façon. Surnommé le zen debout, le kyudo est une forme de méditation où l'on pratique le tir à l'arc selon des méthodes établies par des moines du XVIIe siècle. Baisse l'épaule. Écarte les épaules. Ici, le but recherché n'est pas d'atteindre la cible, mais avant tout de travailler sur soi-même. Et maintenant, on ferme les aisselles. Et on ferme les omoplates. Et on grandit. Le Kyudo, c'est l'art de se connecter à soi-même et à tout ce qui nous entoure. C'est pas un hasard si le dojo est situé dans le parc. Donc c'était pour nous vraiment l'occasion de chercher un accord avec l'environnement. Donc on tire toute l'année. Des fois il fait froid, des fois il fait très froid, des fois il y a énormément de vent, c'est la tempête. Et peu importe, on déroule la pratique du Kyudo comme ça régulièrement. Premier département horticole de France, l'Anjou regorge d'autres trésors. Parmi eux, il y a l'élégant parc paysager du château de Brissac. Avec ses 7 étages, on l'appelle aussi le géant du Val-de-Loire. Tu veux faire un bouquet où? Pour l'antichambre. Issu de la 18e génération de ducs, Charles-André a transmis à son épouse sa passion pour le domaine. Tiens, ça tient super bien en vase. Parfait, bravo. C'est joli pour mettre au milieu. Ouais, très joli. Au début de notre mariage, on a beaucoup voyagé. On est allé visiter des parcs connus en Angleterre. On a fait plusieurs voyages. Et on s'est beaucoup inspiré de ce qui se fait là-bas, ce qui est vraiment pour nous une référence. C'est vrai que maintenant, après des années, on voit ce que c'est devenu. C'est majestueux, évidemment. Non seulement j'ai épousé une Anglaise, mais j'ai fait un parc à l'anglaise. Donc vous voyez, j'ai associé les deux pour mon plus grand bonheur. Et je dois dire que s'occuper de ce parc, de son entretien, des nouvelles plantations, c'est vraiment un bonheur tous les ans. Il y a le miracle de la nature, des oiseaux qui sont là. Comme chaque année, le château accueille le concours Piverdi, une compétition dédiée aux fleuristes et aux jeunes apprentis. Je vous souhaite pour la 16e année consécutive la bienvenue à Brissac. Pour nous, le printemps, c'est pas le 21 mars, c'est vraiment le jour du concours. Donc venez fleurir à Brissac, ça nous fait extrêmement plaisir. On adore cette compétition. Voilà, bonne chance à tous. Avant de commencer le fleurissement de leurs œuvres, les concurrents doivent d'abord affronter une première épreuve, la montée des marches. Tout va bien? Pas trop de stress? Un peu quand même. La grande originalité de cette manifestation, c'est d'être en soi un décor dans un décor. Et donc de marier l'éphémère et l'histoire. Et avec ces ancêtres que vous voyez au mur, eh bien, nous avons vraiment un grand plaisir à accueillir ces jeunes fleuristes. Venus de toute la France, les participants doivent redoubler d'originalité pour créer des structures florales monumentales. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est vraiment un métier très manuel, très créatif, où voilà, on fait vraiment tout avec ses mains. On travaille énormément de matière et on arrive à faire des arrangements floraux, mais juste dingues. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui me plaît et c'est très 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 créatif. Voilà. Après une journée intense, le concours touche à sa fin. On ne touche plus aux œuvres. Les créations vont maintenant être soumises au vote du public. Elle est belle celle-là. Celle-là, elle est jolie. On dirait un soleil. C'est plus dans un violet, il y a du vert. Vous aimez mieux les couleurs de celle-ci alors? C'est incroyable parce que les fleurs donnent beaucoup de couleurs et c'est très beau et il est trop bien ce château. J'ai l'honneur d'appeler Michel Taricot, gérant de la boutique Casa du Fiore. À l'année prochaine. Je reviens. Je reviens.
Jérôme, là, je t'emmène sur un bateau. Ça veut dire qu'on prend un bateau pour aller à ton restaurant? Non, mon restaurant est dans Angers. Ok. Et là, je t'emmène naviguer sur la Loire. Ah, trop bien. Ça, c'est une tout cabanée, non? Tout à fait, c'est ça. Le bateau emblématique de la région. Oui. Et très très grand. Hein. Ouais. Salut Hugo. Bonjour Guy. Ça va? Ça va et toi? Bien. Capitaine, bonjour. Jérôme. Enchanté Guy, votre pilote. Ravi. Voilà, moi aussi. Ravi. Bienvenue Alors, à bord. J'étais en train de dire à Nicolas que cette toux était immense. C'est une toux qui sert en plus de gîte. Oh. C'est pour ça qu'elle est beaucoup plus grande que celle qu'on trouve normalement sur la Loire. D'accord. Et l'aménagement a l'air super confortable en plus. Hein. Voilà, pour recevoir agréablement des gens. Et séjourner plusieurs jours, Voilà, j'imagine, ouais. tout à fait. C'est top. Et donc, hein. on va cuisiner ici, pendant que Guy va nous emmener à Eh Lille. ben, allez-y. Bon, bah, Je vais te m'occuper suis. du C'est bateau. parti. Allez, t'as ton commis aujourd'hui. Et voilà, on est parti. Ça t'embête si je jette un œil, Guy? Non, pas du tout, vas-y. Hein. Oh, c'est top. Ça fait des vraies chambres. Sympa, hein? C'est incroyable. Une douche à part, toilette, c'est top. Hein. Super cet endroit. Allez, je me lave les mimines. C'est important. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? C'est une recette personnelle? On va travailler les produits de la région. Donc, ce qu'on a récupéré tout à l'heure. Je te laisse mettre un tablier. Oui, c'est plus sage, Et on y va en effet. Sens, c'est le nom de ton restaurant? Tout à fait. On travaille tous les sens, l'odeur, le toucher, le goût, etc. Et en même temps, on a du sens parce que on travaille avec les producteurs locaux. Ok. Bah alors, comment la cuisine est entrée dans ta vie? Moi, j'ai un parcours un peu atypique. Hein. Avant, j'étais dans le monde du sport. Ouais. J'étais entraîneur et joueur semi-pro hockey sur glace. Ah ouais. Et ouais. Ok. Donc je joue encore actuellement d'ailleurs avec le fils de Guy. C'est pour ça que je connais Guy, justement. Et en fait, une grosse blessure a fait que ma carrière s'est vraiment arrêtée. Et en fait, une opportunité de rencontrer un grand chef parisien, Christopher H. Ah oui, qui était au Crillon. Qui était chef à l'hôtel de Crillon à l'époque. D'accord. M'a donné ma chance justement de rentrer dans ce monde-là, sans école, sans rien. Et donc voilà, le monde de la cuisine s'est ouvert à moi. Je suis vraiment tombé amoureux, cette ambiance famille, etc. Je retrouvais un peu comme dans le monde du sport. Alors c'est quoi la suite? Qu'est-ce que tu veux me faire faire? Je vais essuyer les champignons. Moi, je vais préparer les échalotes d'Anjou. Je profite du panorama, c'est quand même génial. Hein. C'est beau, hein? Ouais. On a quand même de la chance de pouvoir cuisiner sur la Loire. Ouais, j'ai jamais fait ça. Et ben moi non plus. J'ai oublié, Guy, mais rappelle-moi, la toux cabanée, c'est quoi? C'est l'origine de ce mot? Tout cabané servait essentiellement pour les pêcheurs. Quand ils pêchaient le saumon et la lauze, ça leur permettait la nuit de se mettre à l'abri et de se reposer. Mais bon, tous ces bateaux qui sont des bateaux à fond plat servaient aussi à transporter toute marchandise. Le sel, je crois, notamment une certaine période. Le sel, le charbon. Il faut savoir que le Maine-et-Loire était le premier producteur de charbon en France à l'époque. Tu sens le fumet là? J'espère que t'as faim. Bah, comment ne pas avoir faim quand je vois ces beaux produits qui me tendent les bras? Et là, on n'a pas besoin de faire grand chose. Hein. Asperge dans l'eau, revenu au beurre, hop, c'est terminé. On est parti, Guy, à table. Tiens. Si, magnifique. Les produits locaux. On dirait une couronne de fleurs. Bon appétit. Bon appétit, hein? Ouais, les asperges, elles sont à tomber. Hein. Un délice. C'est juste extraordinaire ce qu'on est en train de faire. C'est juste génial. C'est bon. Hein. Bah, tu vois, moi qui fais un week-end vert, bah, je l'ai aussi dans mon assiette, tu vois. Tout à fait. Puis là, on va te déposer sur ton île, l'île de Belluard, où tu es attendu. C'est pas encore mon île, j'ai juste signé le compromis, j'attends qu'on me confirme le crédit. Ok. Nico, merci beaucoup. Bon week-end. Merci. Salut Guy. À bientôt. Merci à toi. Bon retour.
Tu penses qu'il est vieux cet arbre, Stéphane? Ouais, je pense, oui. Je pense. Parce que tu vois, il est petit, mais il pousse dans rien. C'est comme un bonsaï. Il va chercher dans la roche. Et donc, les cernes doivent être très, très proches les unes des autres. Et donc, il a poussé très, très lentement. On voit juste la racine comme ça qui descend le long des marches, probablement, pour aller chercher de l'eau. C'est magnifique. Ah, vous êtes là. Alors, c'était bien? Oh, c'était chouette. La magie de la Loire fonctionne toujours avec moi. Moi, c'est mon fleuve préféré. Oh, dis donc, quelle élégance. Oui, monsieur, je me suis fait beau pour toi. Hein? Ça va, Mélanie? Ça Bonjour. va, bonjour Jérôme. Ravi de te rencontrer. Bienvenue à BER. Ouais, ton île. Ouais. Qu'est-ce que c'est beau, il y a un charme fou. Hein. Ouais. Oh, incroyable, t'as dû déambuler en arrivant, t'as vu un peu? C'est extraordinaire. Et j'adore ça. J'adore cet arbre là sur son caillou. Ah oui, j'avais pas vu. C'est improbable, c'est un frêne. C'est quoi cette église posée sur cette roche d'ailleurs? Avant l'église, c'était déjà un lieu de culte en fait pour les marins et les gens qui utilisaient la Loire. Je ne sais pas depuis combien de temps ça existe, mais c'est très ancien. Ouais. Et puis ça a été évangélisé, elle a été construite par Louis XI, suite à un naufrage qu'il a fait sur la Charente, et où il a invoqué Notre-Dame de BER, parce qu'il avait coutume de venir ici avec sa maman. Comme il s'en est sorti, il a fait construire cette église. En remerciement. Voilà. Ce qu'il y a d'affiché au mur, c'est l'échelle des crues, parce qu'ici, du coup, la Loire sort de son lit très fréquemment, quasiment tous les ans. C'est à l'échelle réelle, c'est-à-dire que là, il y a eu de l'eau jusqu'ici? C'est ça. En 1910? Ouais, c'était la crue du siècle, du coup, tout le village était sous l'eau. Bah oui, oui. Donc l'église était protégée, et puis la plupart des habitations aussi sont construites de telle sorte que l'eau ne rentre pas. Donc on voit les habitants, du coup, ils sortent les rames. Ça fait partie des conditions pour habiter là. Il faut savoir ramer et conduire sa barque. C'est fascinant. Ouais, on a du mal à se projeter en fait. Ça veut dire que oui, là, il y a quand même des petits dénivelés, mais malgré tout, il y a des endroits comme ici où on peut être presque sous l'eau. Hein. La crue, ça monte par capillarité. C'est pas un débordement. Ah, ça vient pas seulement des côtés? Non, ça monte dans les jardins à certains endroits, toujours de la même manière. Comme des résurgences un peu? Ouais, c'est ça. C'est fou ça. Ouais. Donc c'est la place Saint-Marc, à Couralta, l'eau qui arrive de par le pavé, comme ça, qui monte, qui monte, qui monte. Enfin, ici, il y a les crues en fait, et il y a aussi les grands crus avec les vignobles, c'est pas mal. Hein, C'est pas mal. C'est vrai. Et donc tu as fait le choix de venir habiter ici parce que c'est certes un joli village, mais qu'est-ce que tu venais chercher particulièrement? La tranquillité, la beauté, tout simplement. Ouais. C'est vrai que c'est hyper agréable de vivre ici. Et puis, il y a une vraie vie de village, il y a plein de familles en fait, il y a tous les âges. Et c'est très sympa. Toi, Stéphane, c'est un environnement qui te plairait ici, au bord de Loire, comme ça? Moi, je ne pourrais pas habiter dans un endroit où il n'y aurait pas l'eau. D'accord. Tu vois, à bord d'un fleuve, bord de mer, j'ai besoin d'aller marcher le long d'eux. De flairer l'eau, de l'entendre, j'adore. Je sais qu'il y a souvent des guinguettes en bord de Loire. Il y en a une pas très loin Oui, vous pouvez aller à Port-Thibault, c'est très joli aussi. Tu viens avec nous? Alors moi, je ne vais pas pouvoir, une autre fois. Un grand merci pour cette balade. On a passé un bon moment. C'était sympa. Bonne soirée. Sympa, dis donc. Il y a du monde, hein? Je sais pas, j'ai dit à Carole de venir nous rejoindre. Ah, cool. Ah, c'est nous. Comment ça va? Ça va, Carole? C'était bien ou pas? Ouais, c'était super. On a vu un petit Mont-Saint-Michel sur un bout de caillou, c'était magnifique. Et là, on n'est pas bien là? C'est génial. T'as attaqué à quoi? Alors, on m'a conseillé un petit Cointreau. Ah bon? Ouais. J'avais envie de vous dire j'ai de la limonade, mais je vais pas vous mentir. Mais en même temps, c'est la région, donc... De toute façon, je vous ai commandé la même chose, donc vous n'avez pas le choix. Ah oui, c'est vrai? Ah d'accord. Ah bon? Ah bah voilà, c'est fait. Un seul verre et après, on est à l'eau parce que demain, on a du boulot. Monsieur. Ah oui, c'était pas une blague. Non, spécialité de Angers. Je vous laisse déguster et puis vous m'appelez si vous avez besoin d'autre chose. Ça marche. Merci. Au revoir. À la santé. À la belle journée qui s'annonce demain. Et à la santé de ce futur jardin qui a commencé déjà à prendre forme.
petit à petit, Oui, quand l'oiseau même. fait son nid. Je nous ai pas mis de guirlande guinguette. Hein. Ah oui, c'est vrai, tu aurais pu mettre une guirlande là-bas. J'adore, moi. Mettez-en 3 centilitres. Maintenant, faites comme ça. Faites des ronds et ça va faire un cocktail très frais, très bon. Ça donne envie de danser. On a une amie qui habite Angers et on lui a demandé ce qu'on devrait visiter dans le coin. Alors elle nous a recommandé de venir voir l'usine Cointreau. Quand on a entendu ça, on s'est dit qu'on devait absolument venir. Au XIXe siècle, l'Anjou regorge de distilleries et compte parmi l'une des plus célèbres, celle de la famille Cointreau. Pour répondre à la demande d'exotisme de l'époque, Édouard Cointreau a l'idée de mettre au point une liqueur à base d'écorce d'orange. Bonjour Romain, bonjour Frédéric, ça va ce matin? Carole. Ouais. Ah, des Tunisie. Ah, elles sont belles. Aujourd'hui encore, la distillation s'effectue selon le même rituel. Ouais, super. Bien zesté, bien mentholé, parfait. Super. Pour libérer leurs essences, ces écorces d'orange amère sont mélangées à des écorces douces ayant macéré dans de l'alcool. Une fois réhydratées dans l'alambic, la distillation peut commencer, supervisée par Carole. Donc là, on a bien la complexité du distillat d'écorce d'orange douce et amère, la fraîcheur, mais aussi les notes fruitées du jus d'orange, le floral de la fleur d'oranger et les notes épicées. Le métier de maître distillateur, c'est un métier de sensation, c'est un métier d'émotion, c'est un métier de passion. Et donc j'ai la chance de pouvoir suivre depuis les vergers d'oranger jusqu'au verre de dégustation la production. Quand vous avez la responsabilité d'une liqueur qui a 170 ans, bah mon seul cap, en fait, c'est de faire qu'elle soit là encore dans les 200 ans qui viennent. Si au fil des décennies, cette liqueur s'est imposée dans les bars, c'est notamment grâce à ces campagnes publicitaires qui ne manquaient pas de saveur. Arrière-arrière-petit-fils des fondateurs, Alfred se passionne pour l'histoire de ses ancêtres qu'il perpétue à travers l'art du cocktail. Salut Samuel. Salut Alfred. Alors, on cuisine ensemble aujourd'hui? On cuisine. Tu cuisines surtout, et moi je fais les cocktails. Allez. Avec plus de 500 recettes de cocktails possibles, à consommer avec modération, cette liqueur pousse à la créativité. En cuisine aussi, le chef Samuel Albert sort des sentiers battus. Il revisite la sauce hollandaise pour accompagner un cendre de Loire. D'habitude, c'est plutôt utilisé en pâtisserie, alors qu'en réalité, il y a plein d'applications qui peuvent être faites par rapport au salé. Ça apporte beaucoup de rondeur, beaucoup de gourmandise, beaucoup de fraîcheur. Donc on peut faire plein de choses. C'est un produit qui est vraiment multi-application. T'es prêt? Allez, vas-y. Alors ma grand-mère m'a appris un petit truc. Quand tu shakes un cocktail, faut toujours shaker avec le sourire. C'est un petit peu notre grand-mère qui nous a éduqués, ma grande sœur, mon petit frère et mes cousins-cousines. Elle nous a toujours inculqué ce côté de recevoir. Elle nous donnait des recettes. Et alors je me souviens, la première recette que j'ai réalisée, c'est celle-ci, une margarita. Chaque fois que je mixe une margarita, je me souviens de ce moment. Santé Samuel. Santé Alfred. Merci. Et c'est toujours une fierté, mais aussi un petit côté émouvant de voir cette bouteille iconique qui est utilisée aux quatre coins du monde. C'est élaboré à Angers, là où je suis né. Donc je suis avant tout ambassadeur d'Angers et on est très fiers de nos racines. Plein de matériaux, plein de choses à récupérer ici. Ouais, c'est que des matériaux qui avaient déjà été utilisés chez nous. Waouh! C'est dingue. Ça, c'est les dalles d'ardoise? C'est les dalles d'ardoise qui avaient été utilisées sur une manifestation. Et avant, l'ardoise, dans la région, c'était essentiellement pour les couvertures.
Ouais. Mais depuis à peu près une cinquantaine d'années, on les utilise beaucoup en espace vert. Donc là, tout ce qu'on peut voir, finalement, ce sont des choses qui sont faites par les services de la ville. Par la collectivité. Il y a une dimension artistique aussi parmi les gens qui travaillent pour vous, alors. Oui, on a des ferronniers, on a des menuisiers, des peintres qui s'évertuent à créer du décor pour servir de support à nos plantes et pouvoir faire de la continuité avec le végétal, en fait. Quand c'est des belles choses comme ça, ce serait dommage de passer à côté et de ne pas s'en servir, quoi. Là, je suis épaté de voir à quel point c'est plus important encore que ce que j'avais pu imaginer trouver, quoi. Bon, on me les charge, c'est flamme. On y va, on y va. Je te prenne laquelle, moi, je peux te... Tu prends celle-là, moi je prends celle-là. Allez. Retour alors sur le site, mais il y a un brouhaha là un peu, non? Qu'est-ce qui se passe là? Je pense qu'ils ont commencé à travailler, des grosses machines qui sont arrivées. Non. Si, c'est excitant. Et vous êtes malade? Ah ouais! Jérôme, t'as vu, on a sorti les engins. Ah ben je pensais pas que ça allait être ce type de... C'est Hollywood en fait, hein? C'est Hollywood des travaux. Donc ici, on a nos lauriers palmes qui sont vieillissants et qui doivent disparaître. Ce serait bien de les tronçonner au pied. Jérôme, est-ce que tu aimes le land art? Oui. On va quitter un peu le chantier pour aller dans un endroit un peu secret, un atelier d'artistes, rencontrer Jean-Jacques Pigeon. Il travaille sur donc le végétal, principalement? Totalement, il aime travailler avec les brindilles, les arbres, et comme ça, il va participer avec nous à ce chantier. Bonjour Jean-Jacques. Ça va? Ah, je vous avais pas entendu. Nous voilà. Le gorille, là. Par contre, on vous entend. J'ai l'impression que tu apposes tes petites brindilles, tu fais encore un nid, tu fais une cabane. Oui, c'est ça, je fais le pigeon qui fait encore un nouveau nid. Ouais. Vous permettez que je rentre? Que j'essaye de voir que c'est confortable. Bienvenue chez Jean-Jacques. En tout cas, on est à l'abri, c'est déjà bien isolé. C'est le spécialiste de la cabane. Oui, C'est mais vrai. qui est un petit peu... Hein? Elle est un petit peu bancale, effectivement, elle est un peu penchée. Alors tu donnes toute une place à la nature, tu adores travailler les branches, les brindilles, les arbres. Je commence par une promenade et j'observe les branches, je les regarde et je choisis en fonction de mon projet. Donc il faut qu'elles aient quelques irrégularités, mais elles en ont souvent. Hein. Comme des coups de crayon, chaque brindille. Voilà, ça, je fais ça un peu de manière sauvage au départ et tout. Et tu les peins en rouge. Il faut que tu m'expliques. Non, oui, c'est la couleur opposée du vert, la couleur complémentaire du vert. Et donc ça faisait cette tache rouge dans le paysage vert. Ouais. Ça donnait un éclat. Et pour quelle raison tu as fait appel à Jean-Jacques, de manière à intégrer, j'imagine, une de ses œuvres dans le jardin, c'est ça? Bah oui. On n'a pas envie de se priver du talent de Jean-Jacques, donc effectivement, on s'est dit qu'il y avait quand même un rapport à la nature intéressant à mettre au cœur du jardin de Stéphane. Je pense que vraiment ton univers est aussi très proche de chez Stéphane. Il y a des bois qui sont prêts et on va... C'est ça, exactement. Ah oui, donc on reste sur le rouge. Ah ben on reste sur le rouge. On tranche. Voilà. Ça va. Trop bien. Bah moi, en tout cas, moi ça me branche, il n'y a pas de problème. Stéphane, on arrive les bras chargés. Mais je vois ça. Jean-Jacques rouges. a bien bossé pour nous, tu vois. C'est super, merci Jean-Jacques d'être venu. C'est bien là comme ça, c'est parfait. Elle peut presque venir s'articuler là, tu vois. Avance là, attends Ludo. Hein. Avance là à ce moment-là. Ah ouais, c'est précis, hein. Oh là là. Stéphane, tu as bien choisi tes pierres. Parce que tu as pris une pierre où il y a un M. C'est pas de ma comme faute. Marie. Un Oui,
incroyable. Tu marques ton jardin dans la roche, dans l'ardoise. Il vaut mieux le faire comme ça. Hein. Bon, moi je reste planté là, mais quand est-ce que je vais mettre les mains dans la terre là? Bah tiens. Voilà, mets tes mains dans la terre. Vous m'avez compris. Quand est-ce qu'on plante en fait? Avant de planter, on va choisir les plantes. Bon, parce que j'aime pas rester planté là, moi, tu sais. Non, ça va, oh là. Tu vas prendre racine. Oh. Oh. Dans les environs d'Angers, un autre chantier se profile, en rapport lui aussi avec l'ardoise. Bon les gars, on va profiter de la belle journée de printemps là pour aller trier les ardoises. Et puis on va profiter de la présence de Thierry Croix, notre partenaire amoulageur, pour à l'intérieur, pour la première fois depuis 70 ans, écarter les meules et voir dans quel état elles sont. Oui, exactement. Comme ça, on aura un aperçu de ce qu'on pourra prévoir pour faire une belle farine. Au début du 19e siècle, on recensait 1200 moulins à vent en Anjou. En l'espace de 2 siècles, ils ont quasiment tous disparu. Mais c'est sans compter sur l'irréductible moulin de Brissac. Entouré de passionnés du patrimoine, Philippe supervise le chantier de rénovation. C'est la première fois depuis la guerre de 40 qu'elle est relevée, cette meule. Et donc c'est forcément une émotion parce qu'il faut penser à tout ce temps pendant lequel ce moulin était en déshérence et en voie de disparition, en péril. Bah dites maintenant que la meule courante est retournée, là on peut apercevoir la qualité de la pierre et franchement, la pierre est magnifique. C'est joli. Issu de la 6e génération d'amoulageurs, Thierry s'est spécialisé dans la construction et la rénovation des meules et des roues à aubes. Très demandé partout à travers le monde, c'est l'un des derniers à exercer cette profession. Nos meuniers étaient les premiers ingénieurs parce qu'ils ont su mettre au point des mécanismes impressionnants et qui sont toujours d'actualité et qui aujourd'hui nourrit une partie du monde. C'est en 2020 que Philippe et son épouse ont fait l'acquisition de ce moulin, bien déterminés à le sauver. Alors nous nous sommes attachés à ce moulin parce que c'est spécifique à l'Anjou. 650 moulins caviers en 1805. Aujourd'hui, la plupart ont disparu. Certains sous les voies rapides, comme 3 ici, ont été démolis dans les années 2000. Et là, nous avions un moulin sur le point de disparaître alors qu'il était très connu. Il a une élégance toute particulière. En haut de son massereau, il y a cette jupe d'ardoise. L'ardoise qui est vraiment la matière de l'Anjou. Et ça lui donne un style tout à fait particulier qui lui a valu d'être présenté sur toutes les séries de cartes postales d'Anjou. Grâce au financement de la mission Patrimoine, le moulin va pouvoir être restauré. D'ici 2 ans, il devrait produire ses premiers sacs de farine et retrouver sa belle toiture d'ardoise. Revêtement emblématique de l'Anjou, l'ardoise coiffe les plus belles bâtisses, dont les châteaux de la Loire. Sous la révolution industrielle, la région rassemblait à elle seule 85% de la production nationale. Plusieurs méthodes étaient alors utilisées, telles que les carrières à ciel ouvert ou l'extraction souterraine. On est un peu tassé quand même. Hein. C'est bruyant? Un peu. Ouais, c'est un peu bruyant. Est-ce qu'on va descendre profond? 126 mètres, je crois. 126 mètres? Vous avez pas trop peur comme ça dans le noir? Non, ça va. Ouais. Fermée en 1936, la mine bleue propose désormais aux visiteurs d'embarquer pour un voyage dans le temps. De manière générale, une mine s'est exploitée durant une centaine d'années. Ici, au plus fort de sa production, en 1927, il y avait jusqu'à 94 mineurs qui travaillaient au fond. À l'époque, cette mine faisait partie des sites majeurs de la production d'ardoise, avec 26 chambres d'extraction. Ah oui, c'est beau. C'est joli. Hein. Ça fait 10 ans que j'habite là. J'ai un petit grand-père qui habite auprès de chez moi, qui a 92 ans, qui a travaillé 25 ans au fond, en extraction. Les faits qui m'a expliqué un peu comment ça se passait dans le temps, que c'était dur, il travaillait dans le noir. J'ai dit, je vais venir découvrir. Mais c'est vrai que des grottes comme ça, c'est magnifique. Si désormais l'ardoise n'est plus exploitée en Anjou, on peut toujours s'en procurer sous une autre forme. Mesdames, bonjour. Est-ce que je peux vous offrir un carnon d'ardoise? Avec plaisir. Tenez. Vous connaissez? Moi, j'en ai déjà goûté. Moi, je connais pas. Alors, c'est une nougatine à base d'amandes et de noisettes, enrobée d'un chocolat blanc, teinté à la spiruline, cassis, pomme radis. Ce qui lui donne sa belle couleur bleue. Super bon. Ouais. Dans cette chocolaterie, on perpétue le savoir-faire du quernon d'ardoise, une recette qui rend hommage aux ardoises d'Anjou.
Ses spécialités, son nom, il vient du verbe kerner. Kerner, c'est découper les ardoises. C'est René Maillot, en 66, qui a créé le kernon avec un de ses amis qui était sculpteur d'ardoises. Aujourd'hui, pour nous, le kernon, c'est plus qu'un chocolat. Pour nous, c'est un petit peu l'histoire de l'Anjou. Les mines d'ardoises ayant fermé, le kernon, il fait vivre, on va dire, l'histoire des ardoises aujourd'hui. Croquant et fondant à la fois, le kernon d'ardoise a su conquérir le cœur des Angevins et s'imposer dans son patrimoine culinaire. Venez les filles. Tiens, encore une. Regarde. Tu approches, tu peux tendre le bras. Qui veut du bambou? Regarde, on a une autre qui arrive, mon cœur. Venez, du bambou tout frais. Tout frais le bambou. Bonjour Jérôme. Tiens François. Bienvenue au Bioparc. Merci, ça va bien? Très bien et toi? Super. Bonjour. Jérôme, Enchantée, Amélie. T'arrives au bon moment. C'est l'heure du casse-croûte? C'est l'heure du goûter, exactement. Bonjour, bonjour. Et tu vas voir, elles vont venir se servir directement sur le chaume. C'est fabuleux ça, d'être aussi près de l'animal comme ça. C'est un beau bouquet de girafes, hein, tu vois, pour te souhaiter la bienvenue. Il y a combien de girafes dans le clos? On a 7 girafes, 5 femelles et 2 mâles. Ok. Dont notre mâle reproducteur qui est arrivé il n'y a pas très longtemps. On espère qu'il va bien faire son travail. Bon, ça me fait bizarre de venir ici. Je suis venu, j'étais enfant avec ma classe scolaire. On est passé du zoo finalement dans l'appellation à Bioparc. Exactement. C'est né à un engagement très tôt de mon père. Il a eu envie d'être utile pour la cause animale. Quand vous venez visiter le parc, 4% du billet d'entrée est investi dans les pays d'origine de ces animaux. Par exemple, ces girafes, leurs cousines au Niger sont protégées par une ONG qu'on soutient depuis plus de 20 ans. On a plus d'une trentaine de projets pour sauver leurs cousins sauvages. Chapeau, hein? C'est un beau projet. Ouais, c'est vraiment là concret pour le coup. Bon, je vois qu'on tient le bambou quand même, non? Je pense qu'on est bien pas parti. mal. Hein. On est bien parti. Alors j'imagine que d'évoluer dans un environnement comme celui-ci avec la magie, la végétation, les animaux, ça doit être quelque chose d'extrêmement marquant pour un enfant. Ouais, c'est très inspirant, puis j'avais pas envie de partir, donc il a bien fallu quand même que j'aille à l'école. J'ai d'abord commencé par le dessin, par une école des beaux-arts, et ensuite j'ai enchaîné avec une école de conception du paysage. D'accord. Et ça m'a permis d'associer toutes mes passions en concevant des espaces pour présenter ces animaux dans des conditions idéales et les voir s'épanouir. Ici, là, ces galeries, elles sont creusées spécialement pour le parc, parce qu'on n'a pas l'impression que c'est une carrière, là, quand même. Exactement. Ce tunnel a été creusé récemment en 2017, c'est très récent. On est sur 1 hectare, 40 000 mètres cubes de roches évacuées. Il fait 200 mètres de long et il nous permet d'arriver dans l'entre des vautours. Ah oui, dis donc, l'espace c'est incroyable. Ces vautours-là sont tous nés ici? Alors tous ces vautours sont nés dans la nature et ils ont été accidentés et ils n'ont pas pu être réintroduits car ils ont gardé des séquelles, ils ont un vrai handicap. Donc on sert de centre de recueil, on reçoit ces oiseaux qui trouvent l'âme sœur ici, se reproduisent et ce sont leurs poussins qui ensuite retrouvent la nature. Donc là on arrive pile poil pour l'heure de la curée des vautours. Donc on va assister à un repas assez spectaculaire au cœur de l'amphithéâtre. D'accord, on peut se mettre au plus près? On va se mettre au premier rang, c'est parfait. Super. C'est passionnant, hein, tu fais une parade un peu, non? Exactement. Ouais, il y a une hiérarchie entre les vautours et notamment entre ces deux espèces, les vautours fauves et les vautours moines. Et ce pas de parade sert à s'imposer et manger le meilleur morceau avant le copain. Un spectacle spécial, hein, quand même.
Oui, c'est une scène de la nature et c'est ce qui nous intéresse, c'est ce que nous souhaitons présenter et transmettre au public. Le spectacle est là, sans artifice. Oh là là, elle passe tout près là. Hein. C'est élancé, Bonjour, ma belle. c'est élégant. Regarde ça un peu. C'est ce qui est agréable ici, c'est qu'on n'est pas, il n'y a pas une grille entre l'animal. Tu vois, et le visiteur, on a l'impression de pouvoir presque toucher les animaux en tendant le bras, quoi. Là, on vient d'arriver dans la grande volière sud-américaine du Bioparc. C'est une des plus grandes volières au monde. Elle est dédiée à l'avifaune sud-américaine, dont de nombreuses espèces de perroquets, d'ibis. Mais on peut aussi y voir les flamants roses, les manchots de Humboldt. Ah, il y a des ibis rouges là. Exactement, là on peut observer une belle colonie d'ibis en pleine couleur. Beau. Ça tranche là. Alors c'est le printemps, donc ils ont leur plus beau plumage pour attirer leurs partenaires avec des pénélopes. Qu'est-ce qu'on entend là? Qu'est-ce qu'ils chantent là? Ça c'est un goéland que l'on entend chanter, qui appelle. Dis donc, tu connais tout par cœur. Hein. Oui, je suis tombé dedans quand j'étais petit, alors ça aide un peu. Et là, c'était aussi la carrière initiale? Alors non, j'ai dessiné cet espace pour y présenter tous les oiseaux sud-américains. Attends, quand tu dis j'ai dessiné, mais ça veut dire que ici c'était quoi, un champ? Alors oui, ici c'était rempli, c'était plein. Oui, il faut monter 10 mètres pour se retrouver à la surface de ce qu'était le champ à l'époque. J'ai l'impression d'être dans un canyon, quoi. C'est ça, calcaire. Calcaire, oui, en tout cas. Et le calcaire, ça donne naissance à des falaises propices justement à la nidification des oiseaux. Donc on peut y voir des perruches mitrées, des perruches de Patagonie, des aras qui sont en ce moment affairés à élever. Il y en a partout en fait. Jusqu'aux moineaux domestiques qui voient leur population s'effondrer en France, qui ont pris possession aussi du territoire. On les entend d'ailleurs chanter. Et les flamants roses qui paradent avec des mâles qui dressent leur tête. Ils font le beau milieu des femelles. Ils vont bientôt monter des nids au bord de l'eau et élever un poussin unique au sommet de ce nid. J'aime bien, tu as le regard d'un enfant encore quand tu dis ça. C'est pas péjoratif dans ma bouche. Hein. Mais merci. Il y a un émerveillement merci. qui se sent dans ta façon de parler, ta façon de raconter ça. Ouais, l'émerveillement, c'est le mot. Et je dois dire qu'on ne peut pas se lasser de travailler dans un environnement comme ça et au contact de ces animaux. Bonjour madame. Ça va? Ça va et vous? Bonjour Jérôme. Vous avez bien avancé? Vous êtes content là? Les choses vont bon train. Je pense que toute la structure du jardin est plus ou moins mise en place. Ouais. Donc on plante aujourd'hui? Voilà, on va d'abord aller chercher les plantes. Ah, décidément, je suis tellement impatient. Mais oui, on va chercher les plantes, on va choisir les plantes. On va aller Tu vas où d'ailleurs? pépinière municipale. Ah oui, carrément. Voilà, c'est grand, il y a plein de choix. Et on va faire du camion. C'est l'argument. Tu aimais les camions quand t'étais petit. C'est l'argument pour que je vienne, c'est ça? Oui, s'il te C'est plaît. plutôt ça qui m'intéresse, faire du camion en fait. Un peu tout ça là. Bonjour. Bonjour Alice. Bonjour. Ça va? Jérôme, Ça va enchanté. Merci de nous Enchantée. accueillir. Bienvenue donc à la pépinière municipale de la ville d'Angers. Exactement. Et est-ce que le fait qu'on ait la douceur angevine ici, c'est-à-dire un climat très particulier, et en même temps une fertilité des sols, ça a permis justement à cet univers de la pépinière d'être un peu référent ici? Tout à fait. Les débuts de l'horticulture angevine, il faut remonter au roi René. Donc c'est le 15e siècle, le fameux roi René, qui était aussi roi de Sicile
Et donc, il revenait régulièrement dans son château d'Angers. Et avec lui et sa cour, il ramenait toutes sortes d'artistes et aussi toutes les plantes qu'il pouvait trouver au Dans ses niveau. voyages, oui. Voilà. Donc, ça a lancé un peu cet amour des plantes. Et à la fin du 18e, début du 19e, c'est là où on a vu l'essor vraiment de la pépinière angevine. La pépinière française à la fin du 19e siècle est la plus belle d'Europe. Ah oui. Exactement. Ouais. Donc il va être temps d'aller faire les courses. Tu es comme un enfant dans un magasin de jouets ici. Je ne voudrais pas avoir les yeux plus gros que le ventre, mais ça peut arriver. D'accord. Et du 5 white pétales avec un petit cœur, Ouais. c'est étonnant quand même. C'est pas une vraie fleur, enfin, oui, c'est une inflorescence. Bon. J'y connais rien, c'est pas grave, Alice. Je dirais Je rien. m'émerveille Je de la dirais beauté de rien. C'est cette tout à fait, fleur, tout c'est à tout, fait. voilà. Qui n'en est pas une donc. C'est ça, mais qui fait quand même son effet, qui, Ouais, qui est quand carrément. même très très belle. C'est Et dans- tentant. Hein. Et dans des petits jardins un petit peu frais, les cornus, c'est toujours très beau. Et là, ces arbres en palmette. En palmette, ça veut Voilà. dire quoi? C'est la façon dont Voilà. ils sont disposés? Conduits en fait, voilà, donc des poiriers, des pommiers. Tu vois, c'est des formes qui ont été inventées pour gagner beaucoup de place On et dirait des candélabres un peu. optimiser la production sur un Voilà. minimum de place. Et dans des emplacements un peu froids ou difficiles, voilà, adossés à un mur, ça Ah leur oui, permet d'accord. de se réchauffer plus vite aussi. Donc tu vas prendre quoi comme fruit? Je vais prendre 2 poiriers et 2 pommiers. Et les Voilà. Scooby-Doo peut-être aussi, non? Pourquoi pas? Allez, on y va. Hop, tranche de jambe. Bonjour chef. Mais qui sont ces gens qui sont là? Je crois qu'en fait, on a proposé à des gens de venir bénévolement. Carole est en train d'œuvrer. C'est génial. Allez, oh là là. Merci. Attention, c'est haut. Il y a aussi ça dont j'ai pas parlé, tu vois, ce sont des plantes succulentes. Donc tu vois, tu poses ça comme ça et pouf. D'accord. Et il y en a 10 l'année prochaine, à cet endroit-là. Peut-être que les jardiniers, lorsqu'ils viendront faire le ménage, ils pourront déposer les plantes au lieu de les jeter. Tu vois, les mettre là. C'est la table des dons, ça. D'accord. De façon à ce que des gens puissent éventuellement amener des choses qui pourront aller là. Ou repartir avec d'autres choses. avec des choses Ouais, qui sont super. sorties d'ici. Ah oui, toi tu enlèves un peu la terre du... Quand il y a peu de racines, puis qu'il n'y a pas beaucoup de terre. Ouais, d'accord. Voilà. Et puis C'est ça la va- technique, ça en va fait. très bien se passer. Et tu laisses à fleur de terre ou... C'est des plantes rampantes, alors oui. Ouais, d'accord. En tout cas, tu as bien fait de me solliciter pour venir ici parce que tu vois, c'est quelque chose que je ne fais pas et je prends plaisir à faire. Les plantes, c'est de la vie. Donc, faut vivre ce moment de vie pour comprendre que c'est intéressant. Allez. Hop. Jérôme, est-ce que tu es content? Est-ce que tu as apprécié ce moment avec nous? Alors, je l'ai apprécié pour plein de raisons. Déjà, j'ai apprécié le fait que vous me proposiez cette aventure, parce que c'est une aventure humaine, pour essayer de faire quelque chose de beau, qui est touchant, qui respecte un lieu patrimonial. Et il y a eu beaucoup d'énergie, beaucoup de bienveillance, en tout cas à mon égard. Et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très sensible, en fait. Et c'est très touchant. Moi, je vous remercie de votre accueil. Il est ému, il est ému.
Bah oui, Mais c'est normal. parce que- oui, non, mais franchement, je pensais pas qu'on puisse mettre en œuvre autant de choses différentes, aussi différentes les unes des autres, avec autant de savoir-faire, avec autant de talent, avec autant de machines, avec autant de délicatesse. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis comblé. Voilà. Alors là, tu vois, on arrive à la hauteur des nuages. 1400 mètres, tu vois, et tu vas t'offrir le soleil à toi tout seul. J'ai l'impression que c'est une lumière divine un peu qui Tout à sort. fait, ouais. On dit toujours, je dis toujours à mes passagers, on va déjeuner avec les anges. C'est une belle formule. C'est toujours un vrai régal. Moi, j'adore le ballon parce que ça nous permet de prendre de la hauteur à la fois sur le paysage, mais à prendre de la hauteur tout court aussi, de le voir autrement. Ce territoire de l'Anjou, tu vois, j'ai passé un week-end ici assez riche, dans une région que je connaissais puisque je suis originaire du département voisin. Donc, j'ai passé du temps aussi un petit peu il y a très longtemps et j'ai pu voir l'évolution de ce territoire. Et j'ai apprécié notamment de redécouvrir Angers et ses espaces verts pour essayer sur la même teinte de couleurs. De voir combien cette ville était fleurie, combien il y avait d'espace de poumons à l'intérieur de cette ville. J'espère que vous avez apprécié ce week-end en Anjou avec notamment mes camarades Stéphane et Carole. Eh bien, ça a été une expérience à tout point de vue et un bon moment de partage. Je vous dis à très vite pour de nouvelles échappées belles dans d'autres contrées lointaines. Vous pouvez revoir cette émission en replay, suivre les coulisses de notre émission et bien sûr les réseaux sociaux. Et puis, je vous dis à très bientôt, ici ou ailleurs. Prenez soin de vous. Bye bye. Bye bye.